pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc. Les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mode du blanc. Bravo président fondateur, bravo maréchal, bravo roi du Zaïre, bravo Mobutu Sese Seko. Oui, parce que la voix que tu viens d'entendre n'est ni celle de Lumumba, ni celle de Sankara ou même d'un tout autre révolutionnaire africain, mais bel et bien celle de Mobutu. Cette vidéo est consacrée à son histoire. Accroche-toi parce que clairement, ça va aller très vite. Histoire d'Afrique existe pour te présenter l'Afrique au travers de ses héros et de ses zéros afin que ceci puisse permettre de créer une génération consciente. Si tout ça t'intéresse, abonne-toi et active les notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Était Mobutu Sese Seko. Et pourquoi est-ce que malgré tout le mal qu'il a pu faire, il persiste aujourd'hui à paraître dans une bonne frange de la population congolaise comme étant quelqu'un que l'on regrette? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Acte 1, naissance et début. Joseph Désiré Mobutu est né en 1930 à Lisala. Fils d'un cuisinier, rien ne le destinait finalement à devenir maréchal ni empereur. D'ailleurs, il va perdre son père très tôt, à l'âge de 8 ans, et il va être élevé par la suite par son grand-père et son oncle. Il va être enrôlé de force dans l'armée coloniale et il va y travailler pendant 7 ans. Ce sera l'occasion pour lui de subir pas mal d'humiliations. Tu pourrais peut-être te dire que tout ceci va le forger et faire de lui quelqu'un qui va devenir un ennemi du colon. Pas du tout. À 25 ans, il se marie avec Marie-Antoinette, à l'époque âgée de 14 ans, avec qui ils vont avoir 8 enfants. Et après son passage dans l'armée, dont il ressort comme sous-officier, il devient journaliste pour un quotidien libéral de Léopoldville, L'Avenir. En 1957, et grâce à l'un de ses mentors journalistes, Antoine Roger Bolamba, il rencontre Patrice Lumumba, rencontre déterminante dans sa vie. Il va bien évidemment voyager pour aller en Europe pour la première fois lors d'un congrès de presse qui va se tenir à Bruxelles et il va y rester pendant quelques temps pour poursuivre une formation d'assistance sociale. Juste que, au même moment, les représentants du MNC, tu sais, le mouvement national congolais, sont à Bruxelles pour négocier leur indépendance. Et c'est comme ça que Mobutu va se retrouver à participer aux échanges et à devenir membre du MNC. D'ailleurs, son profil de quelqu'un qui a fait l'armée va lui être très utile parce que dans les rangs des politiciens de l'époque, aucun d'eux n'a une expérience militaire. Voilà donc notre cher ami Mobutu qui est juste avec un boulevard tracé devant lui qui va lui permettre de devenir en très peu de temps chef d'état-major. C'était en janvier-février 1960. C'est aussi à cette occasion-là qu'il va rencontrer Larry Devlin, qui est un officier de la CIA et qui par la suite va devenir le chef d'antenne de la CIA au Congo et avec lequel il va établir de très bonnes relations. Comme tu peux t'en apercevoir, en fait, finalement, Mobutu a souvent été au bon endroit, au bon moment. Acte 2. L'ascension fulgurante. En juillet 1960, il devient secrétaire d'État du gouvernement indépendant de Patrice Lumumba et il profite du désaccord entre plusieurs hommes politiques et du fait qu'il est l'un des très rares lumumbistes à avoir une quelconque expérience militaire pour évoluer très rapidement dans la hiérarchie militaire. C'est donc ainsi qu'il devient chef d'état-major et c'est sous l'influence de l'ambassadeur de Belgique qu'il va faire arrêter celui qu'il a nommé Patrice Lumumba et le mettre en résidence surveillée chez lui. Ce premier coup d'État du 14 septembre 1960 comptera beaucoup dans les relations entre les Belges et Mobutu. C'est le début de la manipulation. Il met en place un gouvernement temporaire, le collège des commissaires généraux, et devant les caméras, il accuse bien évidemment Lumumba d'être
pro-communiste, ce qui va lui valoir le soutien des Américains. On est toujours dans la manipulation. Âgé de 30 ans, le général Joseph Désiré Mobutu se présente comme le nouvel homme fort de la jeune République. Il bénéficie du soutien de la majorité des troupes congolaises. Mobutu est un proche de Lumumba qu'il a nommé chef des armées quelques semaines auparavant. Pourtant, c'est Mobutu qui annonce la destitution du Premier ministre. Le général putschiste Mobutu est l'arme secrète de l'Occident contre Lumumba. Parmi ses conseillers les plus influents figure un officier des services spéciaux, le colonel Marlière. Mobutu était, disons, pro-occidental, hein, c'est sûr. Il était surtout manipulé par les Américains aussi. Hein. Il voulait traiter avec les États-Unis. Et j'étais son interlocuteur. Le coup d'État de Mobutu marque le début d'une dictature qui durera plus de 30 ans. Mobutu bénéficie du soutien de la Belgique, des États-Unis et même des Nations Unies. Lumumba tente de s'enfuir, mais il est rattrapé par l'armée de Mobutu, qui va bien évidemment le mettre en prison dans un premier temps et par la suite le torturer, le maltraiter pour finir par le livrer pour qu'il soit assassiné au Tanga par les hommes de Moïse Tsombe. Sous la direction de Pierre Moulele, les rebelles partisans de Lumumba vont se soulever et vont attaquer clairement Joseph Kasavubu et donc finalement son armée Mobutu. En très peu de temps, ils vont conquérir les 2/3 du territoire et très clairement, ils sont prêts à renverser Kasavubu et Mobutu. Mais les choses ne se passeront pas ainsi parce que les États-Unis vont intervenir dans ce conflit pour permettre à Mobutu de pouvoir récupérer le contrôle du pouvoir. Toujours au travers du motif de la guerre froide, parce que on se dit que si des pro-Lumumba reviennent au pouvoir, alors les communistes avec eux reviendront. Et comme le Congo est non seulement un pays aux richesses incalculables, mais aussi un point stratégique et névralgique du continent africain, vaudrait mieux qu'il soit du côté américain. Mobutu va bien évidemment récupérer cette victoire militaire-là et se faire passer pour le pacificateur et l'unificateur du territoire qui commençait à être de plus en plus divisé et fragmenté. Quelque temps après, le 24 novembre 1965, il va effectuer un coup d'État contre Joseph Kasavubu, premier président de l'ancienne colonie belge. Le coup de force est énorme parce que tout le monde applaudit. Même Kasavubu qui l'a renversé va applaudir. Moïse Tsombe va applaudir. Le peuple congolais va applaudir. Et bien évidemment, les diplomaties internationales vont applaudir. D'ailleurs, la Belgique et les États-Unis sont les premiers à reconnaître Joseph Désiré Mobutu comme président. Seuls d'ailleurs à cette époque-là, la Chine et l'URSS vont rester silencieuses. Pour mener à bien ses projets, il sait qu'il ne peut pas se contenter uniquement du soutien extérieur. Il faut que les populations africaines le soutiennent. Il faut que son peuple soit avec lui. Et pour ça, il va leur tenir le discours qu'ils veulent entendre. Il décide donc de faire de Lumumba un héros national, ce qui va bien évidemment plaire au peuple. Et il va le faire passer comme étant le premier des martyrs de l'indépendance économique. Et c'est en son nom d'ailleurs que les toutes puissantes entreprises minières belges sont nationalisées en 1966. Acte numéro 3, les réalisations de Mobutu. La première et la plus connue, c'est la zaïrinisation ou alors la zaïrisation. C'est un mouvement politique en fait qui consiste à revenir à une authenticité africaine, des toponymes et des patronymes en supprimant tout ce qui a consonance occidentale. Une nouvelle monnaie est frappée, le Zaïre, qui remplace le franc congolais. De nombreuses villes sont rebaptisées. Léopoldville, par exemple, qui devient Kinshasa. Et le pays est désormais surnommé la République du Zaïre. D'ailleurs, pour montrer l'exemple, le maréchal Joseph Désiré Mobutu devient Mobutu Sese Seko Mbendu Wabzabanga et oblige tous ses concitoyens désormais à adopter des noms africains. On a donc la suppression de tous les prénoms occidentaux. Une version zaïroise du costume occidental, l'Abacoste, est promulguée. La zaïrianisation, qu'est-ce à dire? Lorsque j'ai dit zaïrianisons, c'était quoi? Je concevais mal qu'un étranger, belge, français, hongrois, vienne s'installer ici pour revendre aux Zaïrois la bière qui sort des brasseries de Kinshasa et gagner de l'argent là-dessus, vivre là-dessus.
Vous êtes chef d'une entreprise. À 8 heures du matin se présente un général, un colonel ou un courtisan quelconque de sa cour qui vous dit « Monsieur, remettez-moi les clés de vos bureaux, remettez-moi vos comptes en banque, remettez-moi vos véhicules, remettez-moi tout ce que vous avez et allez vous faire pendre. » En théorie, c'est un très beau projet, on a tous envie d'y adhérer, mais dans les faits, c'est un fiasco. Les favoris du régime recevaient des entreprises. Et ces entreprises ne les géraient pas toujours, ils se contentaient souvent de les écrémer. Les voitures de l'entreprise devenaient leurs voitures, la trésorerie de l'entreprise devenait leur trésorerie. Et donc ça a donné un coup de force à la corruption considérable, cette zaïrisation. Ah oui, mais ce n'est pas un mal propre à la République du Zaïre ou aux seuls Zaïrois. C'est un mal qu'on trouve partout, dans n'importe quel pays au monde, même chez vous. Qui nous a appris la corruption? Je crois que c'est vous autres. Je vous parle ici franchement. Ce n'est pas un mal, une nouvelle invention du Zaïre. C'est de l'importation. Pourquoi nous combattons ce mal d'importation? Cet exercice d'autocritique lui plaisait dans la mesure où ça lui donnait une sorte de crédibilité au niveau de l'opinion nationale et même au niveau de l'opinion internationale. Mais il faisait tout pour que ça ne soit pas suivi des faits. C'est ça le problème. J'ai mis surtout l'accent sur les valeurs morales qui commencent à faire défaut dans notre société. Le Zaïrois est un peuple déiste et puis qui a commencé depuis quelques années à abandonner ses valeurs morales, spirituelles et puis à aimer de plus en plus l'argent, des richesses et puis certains facteurs extérieurs de richesse et puis le m'as-tu vu. C'est l'ensemble de tout ce comportement, de cette attitude que j'ai dénoncé. D'abord, c'était sa tribu et puis sa famille. Tout ça, ce sont les étapes qu'il a connues. Une cour d'abord diversifiée, une cour régionale, une cour ethnique, une cour tribale, etc. Et puis familiale. Quels étaient les privilèges et les habitudes de cette cour? L'argent, le commerce, l'argent, le diamant, l'or, l'argent. Oh oui, j'étais là pour l'argent, Je faisais tout pour que Mobutu demeure éternel, hein? Absolument. Ah, moi aussi, à l'époque, hein, je n'étais pas dans la cour, je n'étais pas de la cour aussi, mais je faisais tout pour qu'il demeure éternel. La deuxième chose qu'on sait de M. Mobutu, c'est que c'était un homme à femme. Officiellement, Mobutu s'est marié 2 fois. La première en 1955 avec Marie-Antoinette, puis en 1980 après le décès de celle-ci, avec celle qui était son ancienne maîtresse Bobby Ladawa. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Bobby Ladawa était jumelle et que, bien évidemment, Mobutu n'a pas hésité à avoir comme maîtresse la jumelle de son épouse. Mais là, ce n'est que le début de la chose, parce que finalement, derrière la pénombre de cet homme qui n'avait qu'une seule épouse officielle, se cachait en fait une multitude de concubines, réelles ou supposées d'ailleurs, une cohorte d'amantes passagères ou perpétuelles, des compagnes d'un jour ou même simplement d'un soir, d'une nuit. C'était le monsieur aux relations extra-conjugales incalculables, autant avec des femmes célibataires qu'avec des femmes mariées. Le guide était entouré d'un véritable harem de concubines et de prétendantes qui s'adonnaient entre elles à des coups bas. D'ailleurs, selon l'ancien gouverneur Daniel Munguia, le président fondateur en déplacement dans les provinces, dans le pays, aimait passer ses nuits en compagnie de très belles filles sorties à peine de l'adolescence. Les pauvres commissaires, devrais-je dire pauvres d'ailleurs, des régions étaient obligés de mettre à leur disposition des jeunes filles. D'ailleurs, celles qui étaient âgées de plus de 20 ans étaient considérées comme étant des vieilles filles. Mobutu aimait de la viande et de la chair fraîche, entre guillemets, bien sûr. D'ailleurs, d'après certains de ses collaborateurs, il n'a pas hésité à aller avec plusieurs épouses de ses collaborateurs et de ses ministres. Mais ce n'est pas tout. Mobutu a fait couler énormément du sang à gogo. Mobutu a tué, peut-être comme personne avant lui au Congo. D'ailleurs, personne ne saura jamais combien de personnes Mobutu a tué. Du sang, d'ailleurs, il est dit qu'il en a bu.
Du moins, c'est ce que prétendent beaucoup de ses anciens ministres. Un faux ou un tox. Si une chose marchait en revanche bien pendant les années Mobutu, c'était les services secrets. Tu murmurais dans ta chambre et ça suffisait pour qu'on puisse te repérer là où tu étais. D'ailleurs, en passant, contrairement à la plupart des gouvernements africains, Mobutu a supporté le régime ségrégationniste de l'Afrique du Sud et il n'était pas d'accord pour que l'on mette un terme à l'apartheid. C'est te dire un peu jusqu'où le mec est allé. Toutes les forces qui avaient tendance à s'agiter ou à essayer de réclamer contre les pouvoirs étaient matées. C'était le triomphe. En 1970, c'était le grand triomphe de Mobutu. Il était le maître après Dieu, l'unique propriétaire du pays, l'unique propriétaire des richesses du pays, l'unique propriétaire des vies de tous les gens qui étaient dans le pays. C'était la dictature à l'état pur. À l'université, Mobutu est publiquement bravé, l'épreuve de force est engagée. Les militaires tirent à bout portant et emportent les corps. Personne ne saura jamais combien de morts il y eut, où et comment les étudiants furent enterrés. Les leaders de la contestation passent en jugement. 12 d'entre eux sont condamnés à perpétuité. Pourquoi est-ce qu'on doit faire cette interview dans cette clandestinité? C'est parce que on est plus libre d'expression. Ce qui fait que si on doit le faire dans un lieu où passerait tout le monde, vous serez victime d'expulsion, tandis que moi, je moisirais certainement en prison ou même être décapité. C'est tellement grave. Tellement grave que personne ne l'ose. Personne ne peut pas, personne n'ose ça, voyez-vous. Deux ans plus tard, les étudiants récidivent. Le président Mobutu fait fermer l'université et incorpore les 2000 étudiants dans l'armée. Loin des auditoires, ces nouvelles recrues apprennent à obéir et à se taire, à défiler et à ramper. Après l'université, c'est au tour de l'Église d'oser émettre des réserves et de critiquer le parti État et son président fondateur. J'ai toujours essayé de défendre ce que je croyais être la vérité et la justice. Ça, je l'ai toujours fait depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, répondant à cela, à ma mission, n'est-ce pas, qui est de défendre les faibles, défendre les pauvres. J'ai toujours prêché la vérité et la justice. Et vous n'entendez pas que les responsables de l'Église se mêlent de la politique? Il n'en est pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Monseigneur Maloula, peu de temps après, est envoyé en exil auprès du Saint-Siège à Rome. Soldats zaïrois, notre serment. Jésus, fidèle au président fondateur. Alors pendant les premières années, justement, comme le régime de Mobutu était très bien vu à l'international, sa personnalité très affable, lui qui recevait toutes les plus grandes personnalités de ce monde dans des réceptions hyper coûteuses, il a attiré comme ça beaucoup d'investisseurs étrangers qui se sont précipités sur les ressources naturelles du Zaïre, richement pourvu, devrais-je dire infiniment pourvu, parce que jusqu'aujourd'hui, le Zaïre est le pays, je pense, probablement du moins le deuxième le plus riche en ressources au monde. Et il ne se passe pas un jour sans qu'on ne découvre un nouveau minerai hyper rare dans ce pays-là. Malheureusement, quelle gestion est donc faite de toutes ces ressources-là? Depuis l'époque de Mobutu et même bien avant, ce pays a toujours été convoité pour son sol et son sous-sol hyper extra riche.
Tous ces investissements-là vont donc arriver au pays et bien évidemment, Mobutu va créer des éléphants blancs. Les éléphants blancs, ce sont juste de grandes réalisations, très souvent publiques, mais qui s'avèrent beaucoup plus coûteuses que bénéfiques et dont l'efficacité ou l'entretien devient un vrai fardeau. Exemple, les stades de foot qui sont construits souvent en Afrique pour les Coupes du Monde ou pour les CAN. Généralement, après les événements, les stades deviennent juste restent à l'abandon et ça devient de gros gouffres financiers dans lesquels les pays se sont parfois endettés pour les construire. Acte numéro 4, la chute. Malgré toutes les frasques et tous les débordements sanguinaires de Mobutu, la France et la Belgique continuent de le soutenir. Et pourtant, en 1986, une grave crise économique va secouer le Zaïre et va accentuer une crise politique qui était déjà latente. Entre-temps, le peuple qui a faim voit un chef multimilliardaire mégalomane qui utilise la corruption comme mode de fonctionnement pour son gouvernement. Le fossé est creusé à jamais. C'est l'inattendue guerre froide qui va prendre son thème avec la chute du mur de Berlin qui va définitivement achever le régime de Mobutu. Il va être privé de ses généreux soutiens américains puisqu'il n'y a plus de guerre froide, il n'y a plus de raison de le soutenir. Et donc en 90, comme dans de nombreux pays d'Afrique centrale, le mécontentement populaire et grandissant va atteindre son paroxysme. Et en 1990, Mobutu autorise le multipartisme avec une larme à l'œil. D'ailleurs, Mobutu savait bien pleurer pendant ses discours pour émouvoir et toucher son public. La conférence nationale qui va suivre cela va être un vrai réquisitoire au cours duquel la population va lyncher Mobutu et sa gestion. Face à cela, Mobutu va décider d'arrêter cette histoire. Ça va être l'occasion pour des opposants politiques tels Étienne Tshisekedi de se faire remarquer dans leur virulence contre Mobutu. Comme si ça ne suffisait pas, on va être dans une période dans laquelle tout va devenir tout noir pour lui et il va perdre tour à tour plusieurs de ses enfants, plusieurs de ses amis très proches et tout va laisser penser qu'un mauvais sort rôde autour de Mobutu et qu'il va être le prochain. Et tout ça va donner confiance au peuple qui va de plus en plus se revendiquer pour pousser à l'extrême, à la sortie, ce leader-là. C'est l'assassinat de l'ambassadeur français Philippe Bernard qui va faire que tout le monde se barre du pays. Les Belges, les Israéliens, les Chinois, tout le monde s'en va. Septembre 91. Mobutu finit par fuir le pays une fois que une médiation tentée par Nelson Mandela va échouer. Il était question de le réconcilier avec Laurent Désiré Kabila, à qui un numéro sera consacré. Que retenir donc de Mobutu? Un homme très intelligent, parti de rien et qui a su se faire aimer de tous, mais aussi au final haïr de tous. Il a été l'un des pires dictateurs sanguinaires que l'Afrique et le monde même ait connu, tout au moins l'un des plus célèbres. Il fait clairement partie de cet héritage-là que nous ne voulons pas se voir se perpétuer en Afrique de nos jours. Et pourtant, en étudiant sa vie, je me suis bien rendu compte que d'autres leaders africains ont suivi les traces de Mobutu ou alors même sont en train de les suivre encore aujourd'hui. Si tu souhaites échanger sur ce sujet-là, alors je te donne rendez-vous ce soir en direct sur ma chaîne Investir au pays à partir de 21h pour qu'on puisse parler de cela. Tu auras un numéro de téléphone à partir duquel tu pourras donner ton avis. L'antenne sera libre. À ce soir.